Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir et bienvenue au journal de Cam News 24, l'édition en grand format de ce mercredi 14 octobre 2015. Ouvrons cette édition donc avec la journée mondiale de la normalisation. Le Cameroun s'est joint à la communauté internationale ce 14 octobre 2015 pour célébrer la 46e édition. Placée sous le signe du langage commun universel à Yaoundé, l'AGNOR, l'Agence des normes et de la qualité, qui est un outil pour la modernité et l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, a organisé une journée porte ouverte en son siège, au quartier Bastos à Yaoundé. Nous vous proposons d'écouter Mohamed Anon, sous-directeur de la promotion à la Nord, et Marie-Christine Radondé, qui est donc la représentante nationale de l'UNITI. Ils sont au micro de Jean-Pierre Bitongo. C'est là un problème qui ne ressort pas des compétences de la Nord. La normalisation est essentiellement volontaire. C'est un consensus. Et à partir du moment où il y a consensus, il n'y a pas obligation. Ça, c'est la règle. Maintenant, pour des raisons de sécurité, de santé publique, de protection de l'environnement, l'État peut décider, c'est une volonté politique, de rendre certaines normes d'application obligatoires. Donc, l'ANOR a pour mission principale l'élaboration des normes, la régulation du marché. La surveillance du marché relève du ministère du Commerce. Que la norme est vraiment l'outil d'une communication généralisée dans le monde qui permet à l'ensemble des pays et dans un pays à l'ensemble des acteurs économiques de se comprendre et d'appliquer des règles communes. Garoua, dans le Nord, en pleine prévention des catastrophes. Parmi les préoccupations du gouvernement camerounais, la prévention des catastrophes en fait sans doute partie. L'importance de prévenir ces catastrophes et de s'acquérir des connaissances indigènes, traditionnelles et locales par la population s'impose avec acuité. Dans la région du Nord, on se souvient encore des inondations de 2012, des dommages des feux de brousse, souvent la cause par la main humaine, le naufrage du mois de juin dernier à l'île Alpha dans le Mayoré et les épidémies, s'il ne faut que citer que cela. Pour prévenir ces phénomènes, l'apport et l'implication de tous est plus que jamais important. Pour cette autre édition de la journée, la prévention des catastrophes, le point avec Giscard Aman Boyen et Eric Tiché. Placé sous le thème « Les connaissances pour sauver des vies », la célébration de la journée des préventions des catastrophes cette année dans le Nord a été l'occasion de mûrir la réflexion autour des effets dévastateurs et de ces phénomènes naturels. Face à la survenance soudaine et imprévisible des catastrophes, il convient de solliciter l'apport et même l'expertise de tous en matière de prévention et de gestion des catastrophes. L'apport, c'est d'abord cette solidarité, cette mobilisation qui doit en principe sous-tendre toute catastrophe qui arrive à un endroit précis. À ces méthodes de prévention empirique développées par l'autorité traditionnelle s'ajoute la vision moderne de prévention et de gestion des catastrophes, soucieuse de préserver les biens et des personnes. Catastrophe naturelle, certes une question cruciale, mais l'homme qui modifie son environnement naturel au quotidien est aussi appelé à entretenir des rapports sains avec la nature. Il détruit parfois des milliers de vies, provoquant ainsi des inondations, les émanations de gaz, les tremblements de terre, des vents violents et autres catastrophes d'ordre environnemental. Toujours sur la protection civile et la sécurité, l'ONU condamne les attentats meurtriers récents survenus au Cameroun, au Tchad et au Nigeria et exige la tenue rapide d'un sommet des chefs d'État de la CEMAC et de la CEDEAO à la suite des attentats terroristes dont sont régulièrement victimes le Cameroun et d'autres pays du bassin du lac Tchad. Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, ne s'est pas montré indifférent. Donald Anouzoa. Dans un communiqué publié le 12 octobre dernier, Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, a condamné ces attentats perpétrés par des membres présumés de Boko Haram. Il a dans la même lancée présenté ses condoléances aux familles des victimes et réitéré sa solidarité au peuple camerounais. Aussi renouvelle-t-il le soutien des Nations Unies au gouvernement du Cameroun et aux pays du bassin du lac Tchad dans leur lutte contre le terrorisme fondée sur le droit international humanitaire
scolaire, des droits de l'homme et des réfugiés. Le patron de l'administration de l'ONU va aussi condamner dans un autre communiqué les attentats qui ont fait le week-end du 10 au 12 octobre une quarantaine de morts au Tchad, l'un des pays de la CBLT, qui subit également les exactions du groupe terroriste islamiste Boko Haram. Le secrétaire général félicite le Tchad du rôle qu'il joue dans la lutte contre Boko Haram, ainsi que les pays du bassin du lac Tchad pour leur effort contre ces fléaux. Il encourage la tenue rapide du sommet reporté des chefs d'État d'Afrique centrale et de l'Ouest, qui constitue un moyen supplémentaire de s'attaquer à la menace terroriste dans la région, ainsi qu'à ses causes profondes de manière globale, dans le plein respect du droit international humanitaire, des droits de l'homme et des droits des réfugiés. Initialement prévu le 18 avril 2015 à Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale, le sommet extraordinaire des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest et du Centre avait été reporté pour des raisons non communiquées. La guerre contre Boko Haram était le principal motif de cette rencontre qui reste très attendue. Depuis le mois de juillet 2015, le nord du Cameroun a subi 15 attentats suicides distincts qui ont entraîné la mort d'un nombre important de civils, a indiqué le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, comme pour exprimer l'urgence d'une stratégie de guerre efficace à même de mettre hors d'état de nuire les terroristes. Dans le management universitaire, l'université de Ngaoundéré a donc tenu le 9 octobre dernier dans la capitale de la région de l'Adamawa le compte véritablement de ce conseil d'administration qui revenait sur les comptes de cette université et surtout le budget 2015 en mi-parcours. Le compte rendu de ce conseil d'administration avec notre correspondant en Ngaoundéré. C'est le docteur Amadjoda Adjoudji, en sa qualité de président du conseil d'administration de l'université de Ngaoundéré, qui préside les travaux de cette 34e session. Dans son discours d'ouverture, il va présenter ses félicitations au recteur pour les efforts consentis dans la formation des étudiants. Le professeur Paul-Harry Anvamzolo va dresser de façon succincte l'état des lieux de son institution au sein duquel règne un climat social serein en cette période de rentrée académique. Aussi va-t-il s'appesantir sur les grands chantiers en cours d'achèvement à l'université de Ngaoundéré. S'agissant des chiffres, la 34e session du conseil d'administration de l'université de Ngaoundéré porte le budget de l'exercice 2015 à 1 424 826 934 francs CFA, soit 964 826 934 francs CFA pour le fonctionnement et 460 millions pour l'investissement. Outre le vote de ce budget, l'on ne manquera pas de signaler au passage la remise du matériel roulant à l'école de géologie et l'exploitation minière de Menganga. Restons dans les couloirs de l'éducation pour parler de littérature. Que faire après le CEP? C'est le titre de l'ouvrage que vient de commettre le directeur régional du Fonds national de l'emploi pour le littoral, Benjamin Kisso. L'auteur a été face à la presse ce 14 octobre 2015 pour la dédicace de ce livre qui met en exergue le bien fondé de l'orientation scolaire et professionnelle pour faire un bon choix de carrière dès l'adolescence. Reportage, Éric Ticheur, Josué Nkonga. Dans cet ouvrage de 18 pages, l'auteur a choisi la bande dessinée comme mode d'écriture et moyen de communication pour s'adresser de manière explicite, voire directe, à sa cible constituée pour la plupart des enfants dont l'âge varie entre 8 et 15 ans. Aux parents, l'auteur propose indirectement que le processus d'un choix d'orientation scolaire et professionnelle commence tôt. À l'époque, on encourageait les étudiants et les élèves à commencer à s'orienter au niveau du BPC, au niveau du bac. Mais avec l'évolution de la société, nos enfants qui ont 7, 8 ans, 9 ans commencent à choisir déjà leur métier. Ils ont des personnalités fortes. Il est important de les orienter. Nous avons donc commis cette brochure pour aider les enfants de 7 à 15 ans à être canalisés dans la méthodologie, dans la démarche du choix scolaire et professionnel. L'orientation scolaire étant un facteur qui conditionne les différentes formes d'intégration à tous les âges, de l'enfance à l'adolescence, choisir son métier équivaut à un processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion socio-professionnelle que l'enfant mène en fonction de ses aspirations ainsi que de ses capacités.
parents ne doivent pas imposer des métiers à leurs enfants. Les parents doivent accompagner leurs enfants. Un parent a droit d'avoir un rêve pour son enfant, mais si quand l'enfant grandit, il a son rêve à lui, et que ce rêve-là ne correspond pas au rêve du parent, le parent doit laisser le rêve de l'enfant se réaliser parce qu'il s'agit d'abord du bonheur de l'enfant. Ici, l'auteur affirme que le choix d'un métier est tout d'abord une forme d'expression de la personnalité de l'enfant. Et pour cela, il faut découvrir ses passions et associer des métiers compatibles à ses intérêts et aptitudes afin de mieux construire son avenir. Aux âmes bien nées et engagées, l'ambition n'atteint donc pas le nombre de diplômes. En page politique, dans ce journal, parlons des enjeux du renouvellement des organes de base et des institutions spécialisées du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC. Que vise cette opération? Tentative de réponse dans cette analyse. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC est à l'épreuve du renouvellement des organes de base, tel qu'instruit par le président national dans sa circulaire signée le 27 juillet 2015. Circulaire relative au renouvellement des bureaux des organes de base du parti et de ses organisations spécialisées, convoquant ainsi le corps électoral militant, marquant aussi le cadre général du déroulement des opérations du renouvellement des bureaux des cellules, des comités de base, des sous-sections et des sections. Ces opérations entamées depuis le 1er août dernier vont s'achever le 10 décembre 2015 sur toute l'étendue du territoire national et à l'étranger. Bien que vainqueur obèse de toutes les échéances électorales au Cameroun depuis 1985, année de sa création, le parti de la Flamme Ardente voudrait se défaire de l'étiquette de parti de parachutistes ou de parachutés, où certains responsables se découvrent très souvent l'âme de militant qu'après les traces de la plume décrétale du président de la République. Et par ailleurs, président national du grand parti. Il faut siffler la fin du match et se défaire des combats entre les grands camarades. Les enjeux du renouvellement des bureaux des organes de base du RDPC sont nombreux. Toutefois, il convient de relever les plus importants. Dans un climat de foisonnement d'esprit politique de tous ordres et de toute idéologie, le président national veut se rassurer de la fidélité, de la loyauté, du dévouement et de l'abnégation des militants et responsables au service du parti dans l'intérêt de la nation, apte à porter et à promouvoir la nouvelle dynamique impulsée au 3e congrès ordinaire. Ce renouvellement veut également redonner le pouvoir arraché à la base militante par des supposées personnalités ressources dépourvues de toute légitimité. L'élargissement à l'ensemble des militants ayant leur carte d'adhésion et à jour dans leur cotisation démontre à suffisance de la volonté du président national Paul Biya d'évaluer le cursus politique et militant de tous ses membres. Il n'est plus besoin pour le RDPC d'être un marigot dont la source est synonyme d'ascension sociale, administrative, pour enfin revêtir le manteau de voleur à col blanc. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti-État ou parti vivrier de compétences, à travers ce vaste toilettage, va prouver qu'il veut vraiment se débarrasser de ces mammouths et effectuer un retour d'ascenseur à ceux qui ont servi le parti et la nation et non à ceux qui s'en ont servi pour hypothéquer l'avenir de plusieurs générations. Ce n'est que par là que l'on parlera du vrai renouveau national et politique. Va-t-on assister à une leçon de démocratie au RDPC? En tout cas, je souhaite ainsi. Ce qui nous permet de parler de sport et du 15e Grand Prix cycliste international Chantal Biya. Le Maroc arbore le maillot jaune de la compétition grâce à la Senim Mouchine. Le coureur marocain a remporté le prologue au Kourous le 14 octobre 2015 dans la capitale économique Douala. Il a été félicité par le ministre des Sports et de l'Éducation physique Pierre Ismaël Bidoumpat, venu à Douala procéder au lancement officiel de cette grande messe de la Petite Reine. La première journée du grand tour cycliste international Chantal Biya, c'est avec Apollinaire Zobenbon et Benoît Dormont. C'est l'hymne national du royaume chérifien qui a retenti sous le ciel de Douala ce 14 octobre 2015 suite à la victoire du Marocain Lassaine Mouchine du prologue de la 15e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya. Vainqueur d'une finale 100% maghrébine, le Marocain a occupé la première marche du podium et a reçu le maillot jaune de la compétition des mains du ministre des Sports et de l'Éducation physique, Pierre Ismaël Bidoumpat.
Les deux autres marches du podium ont respectivement été occupées par un autre Marocain et un coureur algérien. Tous ont reçu en guise de récompense des prix spéciaux à eux offerts par la première dame Chantal Biya. De tous les coureurs camerounais qui ont pris part à ce prologue, seul Kamzon Abesolo a pu décrocher une place en finale lors de la 8e série de ce prologue à élimination directe. Les autres coureurs ont prématurément été éliminés lors des 7 premières séries. Le manque d'engagement observé aussi bien chez les coureurs camerounais que les coureurs d'autres pays traduit l'idée que les compétiteurs ont de cette première phase de la compétition. Le prologue, oui. Donc on n'est pas assez concentré pour ça. Donc c'est l'étape de demain qu'on vise. Aujourd'hui on a la chance pour gagner, puisqu'on est arrivé hier avec le fatigue, donc aujourd'hui c'est pas trop forcé pour nous. Donc c'est demain l'étape, parce qu'aujourd'hui ça ne compte pas avec le temps. On est ici pour gagner le prologue. Et demain c'est la course qui est plus importante. On travaille, on est bien préparé pour gagner le maillot jaune. C'est ça. Après cet exercice de mise en condition où la Côte d'Ivoire a répondu aux abonnés absents, les 81 coureurs reprennent le service ce 15 octobre 2015 pour la première étape à circuit fermé à Douala pour une distance de 112 km. Rappelons que c'est pour la première fois que la ville de Douala abrite le Grand Prix cycliste international Chantal Biya, d'où l'engouement observé aussi bien chez les autorités administratives que les populations dès l'entame de cette compétition ce 14 octobre 2015. Après Douala, Yaoundé prendra le relais de cette compétition qui ira jusqu'au 18 octobre 2015. Fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Retrouvez l'information en continu sur CamNews 24 et sur le site www.camnews24.com. Bonsoir.